France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce vendredi 14 juin, avec le sujet à la une, un article qui a été écrit d'ailleurs sur le site de France Maghreb 2, une info exclusive France Maghreb 2. C'est à Armégerie, le papa du petit Kylian décédé dans l'attentat de Nice est mort à son tour, inconsolable. On va parler de la prise en charge, si vous le voulez bien, avec vous. Prise en charge psychologique des victimes d'attentats et de leurs familles. On va en parler. Est-ce qu'elle est à la hauteur, cette prise en charge? On vous pose la question aujourd'hui. Vous y répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2. On en parle dans un instant avec Audrey Pronosti, Faiza Ben Mohamed et Tarek Mami. L'amendement interdiction aux sorties scolaires des femmes vient d'être annulé par la commission mixte paritaire. Députés, sénateurs, est-ce le fruit d'une mobilisation? Tiens, on se posera la question ensemble tout à l'heure, on tentera d'y répondre. Invité tout à l'heure, Madame Abir Moussi, présidente du parti tunisien d'Historiens, pour un meeting qui aura lieu à Nice ce 16 juin à la rencontre des futurs électeurs tunisiens. On le sait, ils sont nombreux à Nice d'ailleurs. Sans oublier le quiz de fin d'émission tout à l'heure. À qui va-t-on remettre le trophée de Ligue des Champions du LGF pour aujourd'hui? Tarek Mami, Faiza Ben Mohamed, Audrey Pronosti. Réponse en fin d'émission. Et évidemment, comme nous sommes vendredi, c'est la prolongation, c'est le supplément du vendredi. Ça s'appelle le Grand Forum du Sport. On parlera football féminin, entre autres, dans cette émission avec Hicham Terak et avec Razik Metich. Hicham Terak, justement, sera là aussi pour va te faire follow à la rencontre toute cette semaine de cet humoriste marocain qui s'appelle Wallace, humoriste qui vit en Côte d'Ivoire et qui était de passage à Paris. Hicham Terak l'a rencontré. Suite et dernier épisode de cette rencontre tout à l'heure à 17h30. Bienvenue à vous, c'est parti pour le LGF. Soyez-en les bienvenus sur France Maghreb 2 évidemment. Le Grand Forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. Le coup de cœur du LGF, c'est un coup de cœur un peu particulier parce que c'est vrai, j'en entends beaucoup parler. Vous en avez certainement vous aussi entendu beaucoup parler, notamment tiens dans le Tour du monde de la cuisine, elle a fait quelques apparitions. Rania des petits plats palestiniens. Bonjour Rania. Bonjour Christophe. Je suis ravi de vous avoir au téléphone Rania pour parler d'un événement que vous organisez demain soir. C'est un dîner de soutien à la construction de Hardy. Qu'est-ce que Hardy, Rania? Alors oui, effectivement, donc demain, j'organise donc un grand dîner de soutien donc à Hardy. Hardy qui est le premier centre culturel et gastronomique palestinien. Voilà, donc c'est un projet sur lequel je travaille depuis plus de 2 ans maintenant. Parce que moi à la base j'ai un blog de cuisine et puis j'ai toujours été très très attachée à ma culture d'origine, à savoir la culture palestinienne, ouais. et sa gastronomie et en fait ouvrir un restaurant palestinien c'était très bien, mais ça me suffisait pas. C'est vraiment promouvoir notre culture à travers son art, à travers sa gastronomie, voilà le côté positif de la Palestine qui est malheureusement méconnu. Quel sera réellement le but de Hardy, Rania, pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit? En fait, Hardy sera tout un symbole en vrai, parce que déjà un lieu comme celui-ci n'existe pas en France et peut-être même en Europe. Donc l'idée c'est vraiment de promouvoir les artistes palestiniens qui sont sur le territoire français, donc dans un premier temps, ou les artistes palestiniens qui se trouvent en Belgique, en Suisse, en tout cas dans les pays limitrophes, et à moyen terme de pouvoir faire connaître les artistes de Palestine qui ne demandent qu'à avoir un public et une plus large audience. En fait, c'est un espèce de centre culturel, quoi. Totalement, c'est un centre culturel, mais il y aura aussi donc un restaurant gastronomique, ouais, avec de la vraie cuisine palestinienne, toute la cuisine palestinienne, même celle qui est réappropriée. Ouais, absolument. Voilà, et il y aura aussi une boutique artisanale ainsi qu'une épicerie fine. Et donc que ce soit au niveau épicerie fine ou que ce soit la boutique artisanale, tous ces produits seront faits par les merveilleuses mains des femmes palestiniennes qui travaillent dans une coopérative pas loin de Ramallah et avec qui voilà, donc en gros ce sera vraiment du commerce équitable au prix que ces femmes auront fixé et voilà, des pièces uniques qu'on ne trouve pas ici. Alors pour tout cela, évidemment, vous organisez un dîner de soutien, c'est pour recueillir des fonds, je suppose.
Oui, tout à fait, parce que donc un lieu comme celui-ci et un projet aussi ambitieux, à vrai dire, demande beaucoup d'argent. Donc déjà, j'ai rencontré beaucoup de difficultés à créer ce lieu, parce que dès qu'on parle de Palestine, malheureusement, les portes se ferment. Ouais. Même si c'est un projet totalement culturel, totalement gastronomique, culinaire, dès qu'il y a Palestine à coder à un projet, il y a beaucoup de portes qui se ferment. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment que ce projet soit financé au maximum, en fait, par les gens qui aiment la Palestine et qui ont envie de voir ce lieu exister et naître. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Ce dîner va se passer où? Comment fait-on pour y participer, Rania? Alors, ce dîner va se passer demain donc à la maison de quartier de la Plaine Saint-Denis, 5 rue Saint-Just. Donc, le paiement se fait sur mon lien Cotisop. D'accord. Et c'est 35 € par personne. Donc, en fait, 35 € c'est le don. Et moi, pour vous remercier de votre soutien, je vous offrirai un très beau dîner, je l'espère. Est-ce qu'on peut savoir par avance, Rania, qu'est-ce qu'il va y avoir au menu demain soir? Alors c'est une exclusivité France Maghreb 2, parce que je l'ai mis nulle part encore. Oui, s'il vous plaît, Rania. Alors, il y aura plusieurs entrées. Donc, il y aura des manaïches de za'atar et eau de fromage, akawi et feta. Donc, les manaïches, c'est des petits pains palestiniens qu'on retrouve tout au long de la journée, qu'on déguste tout au long de la journée, et notamment en entrée. Ouais. Il y aura des fatayes aux épinards, donc ce sont des chaussons aux épinards et au sumac. D'accord. Bien citronné, c'est un délice. Et le hummus de Rania. Donc ça, c'est pour l'entrée. Et le plat de résistance, ce sera donc un kefta beltaniye. Donc en fait, ce sont des boulettes de kefta ainsi que avec des pommes de terre et qui sera gratiné dans une délicieuse sauce à la crème de sésame. Oh là là, vous nous donnez envie là. Ah, il faut venir, Christophe. Ah ouais, demain donc à 18h30. On va réserver donc sur le lien Cotisop, c'est ça? C'est quoi le lien? Il s'appelle comment? Alors, c'est Cotisop Hardy Palestine. Hardy Palestine. Voilà. De toute façon, vous avez toutes les informations sur ma page Facebook, les petits plats palestiniens de Rania, dans la section événements. On va liker, s'il vous plaît. On like. On like et on soutient. Bien sûr. Ou alors sur mon compte Instagram, les petits plats palestiniens. Vous avez toutes les infos dans ma bio et notamment donc le lien de Cotisop. Vous avez en tout cas tout le soutien de toute l'équipe du Grand Forum et j'allais dire même au-delà de toute la radio France Maghreb 2 pour vous accompagner dans ce projet. Et on va aller vous liker tous là, toute l'équipe sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et rendez-vous demain pour aller découvrir et surtout vous aider à pouvoir parvenir à la construction et à la durée donc de cet institut, de ce centre culturel palestinien, parce que la culture palestinienne est vraiment quelque chose à découvrir, aussi sa gastronomie. Petite question avant de partir un peu provocatrice, le falafel c'est palestinien? Absolument. Merci Rania. Absolument. Merci, non mais parce que on en voit beaucoup dans certains quartiers. Voilà. Ça c'est de la pure copie. Oui. C'est comme les copies chinoises. Ouais. Voilà. À la copie, on préfère toujours l'original, nous ici, hein. Voilà, non, l'original est bien évidemment palestinien. Merci beaucoup Rania en tout cas et bon courage pour la suite. Sachez que la porte vous est grande ouverte de l'émission Le Grand Forum. Merci pour vos événements. Et merci à toute l'équipe de France Maghreb 2 qui me soutient depuis le début. Exact. Merci infiniment. Merci Rania et bon courage. Allez, et bon appétit par avance, hein. Merci bien. Allez, au revoir. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, on est là, messieurs, dames. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois. C'est vendredi aujourd'hui. Ça sent bon comme un parfum de week-end qui se profile à l'horizon. Et il y a comme aussi un parfum d'été qui arrive. Oui, c'est la semaine prochaine. Avec deux événements, l'arrivée de l'été et puis le début de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, je sais, vous trépignez d'impatience.
comme moi d'ailleurs, comme beaucoup, à l'arrivée de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec cette année, s'il vous plaît, on s'offre le luxe quand même d'avoir 4 équipes maghrébines, Algérie, Maroc, Tunisie et Mauritanie pour la première participation. Et donc on suivra ça de près, d'autant plus que ça se passe où ? Ça se passe en Égypte, et ça m'en fait bugger. On en reparlera tout à l'heure dans le grand forum des sports avec Hicham Terak et Razik Metiche, mes 2 collègues pour faire cette émission du supplément du vendredi. Sachez qu'Hicham Terak sera là aussi avec sa chronique Va te faire follow. Alors Va te faire follow, c'est quoi ? C'est une chronique qui est destinée à rencontrer des personnalités qui émergent sur les réseaux sociaux, dont on ne connaît pas grand-chose finalement d'eux. L'objectif de Hicham Terak, c'est de nous les faire découvrir pour savoir qui elles sont réellement. Et cette semaine, pour le dernier épisode, à découvrir à 17h30, c'est Wallace. C'est un humoriste marocain qui vit en Côte d'Ivoire et qui était de passage à Paris, et qui a rencontré Hicham Terak, à découvrir donc tout à l'heure, et est disponible d'ailleurs sur la page Christophe le Grand Forum, la page à évidemment liker, sur Facebook bien sûr. C'est l'intégralité de la vidéo de cet entretien qu'a fait Hicham Terak. En ce vendredi, on voit que les femmes sont toujours à l'heure, et ça fait plaisir, à l'image de Faiza Ben Mohamed. Comment ça va, ma niçoise préférée ? Ça va super, j'espère que tu vas bien. Bonjour à Audrey, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Et oui, tu l'as dit, Audrey Pronosti est là, et ça fait bien plaisir de la voir. Comment ça va, ma Audrey ? Moi, franchement, ça va super bien, mais comme d'habitude, je vais me répéter. À chaque fois que je suis là, je suis forcément bien. Oui. Bonjour Faiza aussi. Salut Audrey. Salut. Alors, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, nous attendons le retardataire qui s'appelle Tarek Mami. Je dis ça, je dis rien. Il est en chemin, m'a-t-il dit, il arrive. Dans cette émission, donc, on va parler notamment de l'amendement qui, vous le savez, a fait beaucoup de bruit concernant les sorties scolaires et des femmes qui portent le foulard. Finalement, ça a été annulé, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Et est-ce que c'est le fruit d'une mobilisation qui a été quand même au rendez-vous ? On se posera la question tout à l'heure. Le quiz, il n'y a pas de corruption possible, je le tiens à le dire tout de suite. En fin d'émission, tout à l'heure, avec... des questions fastoches aujourd'hui. Franchement, ouais, fastoches. On verra ça, là. Mais dans un premier temps, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez certainement eu à lire cet article qui a été publié sur notre site www.francemaghreb2.fr. À la manœuvre, évidemment, Faiza Ben Mohamed. Comme d'hab, une information d'ailleurs qui a été reprise dans toute la presse. Alors, vous savez, il y a quand même une règle quand on est journaliste, et quand on reprend une info, on cite la source. Je dis ça, voilà. Quoi qu'il en soit, cette information... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi, Christophe. C'est un vrai problème dans le journalisme, en tout cas d'appropriation de l'information, qui à mon sens, c'est un procédé assez déloyal, je trouve. Mais bon, après, écoute, on est là au service de l'information, on va dire. Exactement. Alors, c'est quoi cette information ? Elle est très importante. C'est Tahar Mejri, le papa du petit Kylian, qui est décédé dans l'attentat de Nice, qui est mort à son tour inconsolable. On va parler de la prise en charge, si vous le voulez bien, la prise en charge des familles d'attentats, qui ont été victimes d'attentats. Alors finalement, on a posé cette question sans trop avoir d'explications sur le sujet, parce que finalement on ne sait pas comment ça se déroule concrètement. Faiza, justement, cette fameuse prise en charge, les gens ont quand même répondu à non à 94% sur Facebook. Je vais aller regarder d'ailleurs sur Twitter, sur le grand forum FM2, ce que ça donne, mais quoi qu'il en soit, on répond comme ça sans avoir, j'allais dire, trop d'informations sur le sujet. Est-ce qu'on a une petite idée de comment ça se déroule, cette fameuse prise en charge ? Moi, me concernant, en tout cas, je sais comment ça se passe, parce que j'ai fait partie des gens qui ont été pris en charge après l'attentat de Nice. Donc je connais à peu près le fonctionnement des cellules médico-psychologiques. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État français, quand tu es reconnu victime d'attentat, ou victime que ce soit une victime de séquelles physiques, psychologiques, ou simplement quand tu as du coup des séquelles psychologiques qui découlent d'une proximité avec la perte, par rapport à la perte d'un proche, ou voilà, tu es pris en charge. Donc les soins sont pris en charge pour une durée de 2 ans dans tout ce qui est les soins psychiatriques, l'accompagnement, tout ça. Mais après, tu n'es pas forcément accompagné. C'est-à-dire que tu as la possibilité de te rendre dans ces centres, tu as la possibilité de consulter gratuitement un psychiatre pendant ces 2 ans, tu as la possibilité d'être remboursé à 100% sur tes consultations médicales, mais tu n'es pas forcément accompagné, c'est-à-dire qu'on ne va pas surveiller véritablement si tu vas le faire ou pas.
C'est-à-dire qu'il y a souvent, tu sais, après l'effet de sidération post-attentat, les gens, quand ils sont victimes ou qu'ils ont été témoins ou qu'ils ont été présents ou ne serait-ce que des séquelles psy même, ils sont très très entourés pendant les jours qui suivent. Et après, une fois les commémorations passées, une fois les hommages nationaux passés et tout ça, ça sombre un peu dans l'abandon. Et ce sentiment d'abandon, c'est quelque chose qui est décrit par les trois quarts des victimes d'attentats, parce que tout le monde ne se rapproche pas d'associations, tout le monde n'a pas une famille présente, tout le monde n'a pas accès à tout, aux réseaux sociaux pour discuter. Il y a beaucoup d'isolement, des gens qui décrivent beaucoup de symptômes post-traumatiques liés à ce sentiment justement d'abandon. Alors, on peut dire clairement que ce monsieur est mort de chagrin. En fait, ce monsieur, il n'y a aucune explication pour l'instant qui a été donnée à son décès. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il s'est retrouvé sur la promenade des Anglais. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu le soir de l'attentat de Nice. Moi, je me trouvais sur la prom, donc c'est des choses que j'ai vues en direct, que j'ai pas forcément vues à la télé. Mais ce monsieur, il était sur la promenade des Anglais. Il a été filmé par les caméras de France 2, assis au pied du corps de sa femme. Et le CSA avait dû rappeler à l'ordre France Télévisions pour avoir filmé cette séquence où tu as un homme qui est dans un état de sidération très très poussé, qui sait presque limite plus où est-ce qu'il est, qui dit je cherche mon fils, ma femme elle vient de mourir, et le CSA avait trouvé ça complètement indécent. Il y avait des milliers d'internautes qui avaient signalé cette séquence parce qu'elle était choquante, et puis ça respectait pas forcément la dignité du monsieur en question, et il répondait aux questions mais il savait peut-être pas, avec le recul il l'aurait peut-être pas fait comme ça. C'était vraiment une séquence où on filme un corps qui vient d'être écrasé par un camion, on le filme. Et on filme le monsieur à côté, un monsieur qui cherche son enfant. Son enfant, il a 4 ans, il l'a cherché pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, il se retrouve sur le parvis de l'hôpital Pasteur. Et là, il pète les plombs et il dit: maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qu'il est devenu de mon fils, est-ce que vous l'avez? Et en fait, il se trouve que le personnel médical de l'hôpital savait plus ou moins, mais ils n'avaient pas d'identification formelle. Donc, ils ont fini par lui avouer à demi-mot que effectivement, son enfant, il faisait partie de la liste des victimes, qui avait en tout cas de très fortes chances que ce soit son corps qui se trouvait au sein de l'hôpital. Du coup, il avait laissé sa peine exploser. Ça avait été filmé parce que il y avait des caméras devant l'hôpital pendant des jours encore pour filmer la détresse des gens, et ce monsieur, il avait répondu, il avait été très très médiatisé parce qu'il faisait aussi partie de la trentaine de victimes musulmanes, parce que l'attentat de Nice, c'est quand même l'attentat où il y a la plus forte proportion de citoyens français de confession musulmane qui ont été touchés. Du coup, son histoire, elle avait beaucoup ému, en tout cas sur les réseaux. Il avait été très très médiatisé, très montré. Il avait reçu énormément de marques de soutien. Après, comme je disais tout à l'heure, tu vois, les marques de soutien, elles sont là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis après tu te retrouves forcément tout seul. La vie reprend son cours, la vie reprend ses droits, et maintenant sa famille décrit depuis hier, depuis l'annonce de son décès, il est décédé mercredi, ils décrivent un monsieur qui a jamais réussi à se relever, en fait, et maintenant tout le monde s'en veut. J'ai vu beaucoup, je suis de Nice, donc forcément j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui le connaissaient et qui expliquaient tout simplement maintenant qu'il est décédé, il y a par exemple un imam niçois qui a posté un hommage et qui lui a dit qui a prié pour lui, tout ça, et qui a écrit je vais pas m'appesantir en faisant semblant de dire des choses, parce que j'ai honte, parce que je n'ai jamais repris de ses nouvelles après l'enterrement de son fils, parce que finalement je me suis pas souciée de savoir s'il allait bien ou pas, et passer cette période d'émotion et cette période où de communion et de cohésion nationale, et forcément chacun reprend ses activités, et ce monsieur, il est mort, il s'est peut-être laissé mourir, on ne sait pas. Mais on a aussi une responsabilité, je dis on, c'est la collectivité, hein. On a une responsabilité collective, je pense, dans le sentiment d'abandon de ces personnes. Oui, c'est très dur. En tout cas, il faut lire cet article. Tarek Mami, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Faiza, bonjour Audrey, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Tarek.
Un article très émouvant, en tout cas, que je vous invite à lire sur le www.francemaghreb2.fr. C'est l'histoire d'un homme donc qui perd un soir de festivité, rappelons-le, 14 juillet 2016 à Nice. C'est le soir où effectivement c'est la fête nationale, c'est le feu d'artifice, et d'autant plus que le spectacle est garanti à Nice ce soir-là. Beaucoup de monde, un fou allié qui a décidé que ce soir-là, il allait ôter la vie de plus de 88 personnes. Et ce monsieur, entre autres, se retrouve seul à l'issue de cette soirée, sans sa femme et sans son fils. C'est un peu l'image qu'il faut retenir de cette affaire, et un homme qui s'est finalement jamais remis de la perte de son repère, j'ai envie de dire, de son quotidien, de ce qui faisait réellement l'envie de vivre, son épouse et surtout son enfant. Ouais. Audrey. Moi, je voudrais rebondir sur la réponse des auditeurs, au-delà du fait que je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire Faiza, malheureusement. C'est la stricte vérité. Mais je voulais rebondir par rapport à la réaction des auditeurs. Elle me paraît totalement légitime. Moi-même, j'ai répondu à ce sondage. J'ai même pas réfléchi. Et évidemment que le suivi et la prise en charge psychologique, j'entends. Parce que on parle d'indemnité, le fonds de garantie c'est une chose, mais comme elle le soulignait très bien Faiza, ça c'est dans les débuts, c'est quand les gens sont choqués, mais le suivi psychologique, ça c'est autre chose, et je pense que c'est pas quantifiable. Donc je pense qu'effectivement les gens ont répondu que non, bien évidemment, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de savoir comment le suivi peut être exercé. J'ai déjà entendu des témoignages de victimes qui eux-mêmes se plaignaient du fait qu'ils n'avaient pas de suivi. Donc maintenant, le cas de cette personne, effectivement que c'est un rappel, effectivement que ça nous attriste, et quand je dis attriste, c'est un euphémisme bien évidemment, mais voilà, je suis pas du tout étonnée de la réaction des gens, et j'espère que ça va faire réagir, mais voilà. Ouais, en tout cas, ça a beaucoup lu, l'article a été beaucoup repris, beaucoup lu. Je tenais aussi quand même à souligner le professionnalisme de Faiza, parce que c'est le deuxième fait qui concerne justement l'attentat de Nice, et justement on a un petit peu tendance à oublier ces victimes, voilà, et c'est le deuxième fait qu'elle relate. Et voilà, je voulais le faire. Ouais, c'est fait. Merci beaucoup. Tarek, là on est dans l'émotion finalement, au-delà de cette affaire, de cet attentat terrible quand même. On se rappelle, on a connu plusieurs attentats en France, mais celui-là était quand même particulièrement marquant. Ouais. À Nice, personne s'y attendait. Voilà, on s'y attendait jamais à ce type de choses, mais avec une telle violence, avec une telle tel cauchemar qui s'est dessiné ce soir-là. Et puis la détresse de quelques personnes, à l'image de ce monsieur qui s'en est allé. Je pense que la mort de ce monsieur renvoie en réalité plusieurs messages à la société française, des messages qui ne sont pas des messages subliminaux, qui sont des messages de la réalité de la société française d'aujourd'hui, qui malheureusement, ces messages et cette réalité ne seront pas dans les années qui viennent prises en considération par ce qu'on appelle les grands médias, j'aime pas le mot, mais c'est comme ça, mais en tout cas les médias mainstream. Je n'aime pas les comparaisons, ni communautaires, ni religieuses, ni hommes-femmes, ni tout ce que vous voulez. Mais imaginez que cette mort soit intervenue dans une autre partie de la société française, dans un autre groupe social français. Imaginez les unes de toutes les revues, de tous les journaux et de tous les médias sur le fait que le drame de Nice ou d'ailleurs amène à cette réalité. Or, comme il s'agit d'un monsieur Tahar Mejri, j'allais dire nous, on va en parler. Faiza a fait le boulot. Les 1400 personnes qui ont lu l'article et les 1000 personnes qui ont partagé, bravo à eux. 146 000 vues. 146 000 vues. Donc bravo à ces gens-là. Mais ces gens-là qui pèsent quelque part aujourd'hui, et je le dis tel que je le pense, plus que les gilets jaunes. Puisque après avoir eu le summum des Gilets jaunes, on tourne à 10 000, 15 000, 3 000. On ne la réserve pas à ce drame. Des journées entières un samedi après-midi, rien que pour aller chercher les psychiatres, les psychanalystes, les hommes politiques, pour dire comment on fait, comme vient de dire Audrey et Faiza, la prise en charge des gens qui sont traumatisés derrière. Et donc, l'importance de cet article de Faiza, c'est qu'il remet le doigt sur la plaie. Et en ce qui concerne alors cette côté émotion, à France Maghreb 2,
Nous, on connaît très bien, parce qu'on est passé par tous les drames que la société française a connus et que la communauté franco-maghrébine a connus. Et j'ai fait tout à l'heure, dans un échange privé, donc cher Christophe, Faiza et Audrey, référence à l'invasion de l'Irak. Dans notre communauté, malheureusement, les gens sont toujours beaucoup plus dans l'émotif et dans l'émotion immédiate que dans la réflexion. Je sais pas si c'est propre à la communauté ou si c'est en tout cas, dans notre communauté à nous, c'est pour ça que j'ai fait référence à cette émission Allo Bagdad, ici Paris, parce que tant que la guerre tournait, on n'arrivait plus à faire l'émission dans les studios, donc on faisait les émissions dans des grands cafés et on avait jusqu'à 150 personnes dans la rue qui faisaient la queue pour prendre la parole. Et le dimanche qui a suivi la chute de Bagdad, qui était mardi ou mercredi, on s'est retrouvé juste l'équipe de la radio. Donc nous marchons beaucoup à l'émotion, mais c'est à nous de voir et de savoir comment amener que cette émotion passe à un minimum de raison et marque les esprits à l'intérieur de la communauté et à l'extérieur de la communauté, c'est-à-dire dans la communauté nationale française, pour que ces faits servent pour moi, et je l'espère, de ciment national, et que ça ne reste pas la souffrance des Juifs, la souffrance des Gitans, la souffrance des musulmans, la souffrance. Et c'est peut-être ça l'apport de cet article de Faiza, qui peut-être pourrait construire à sa mesure et dans les milieux qu'on touche ce ciment national dont on a besoin. On nous reproche souvent de ne pas être dans le récit national. Peut-être que nous rentrerons dans le récit national français par la douleur, l'émission et la mort de ce monsieur. L'exemple que vous avez cité, Tarek, à juste titre, faut pas aller si loin. En 2014, en plein bombardement de Gaza, il n'y avait pas beaucoup de monde au début. Il a fallu que TF1 diffuse des enfants des 4 gamins tués sur la plage pour que des milliers de personnes se déplacent dans Paris avec, vous le savez, son lot d'accusations, avec en tête de manœuvre un certain Manu, qui est aujourd'hui d'ailleurs parti en exil à Barça. Je vous le rappelle, beaucoup de manifestations. Oui, absolument. Sous le prétexte qu'on aurait crié mort aux Juifs dans les manifs, nous y étions. Nous n'avons jamais entendu ce genre de propos. Voilà. Donc l'émotion, c'est bien, mais c'est surtout elle est meilleure quand on peut la saisir pour en faire un instrument de conscientisation et un instrument de raison pour que le drame serve à quelque chose. On dit toujours en français que à quelque chose malheur est bon. Si ce malheur de ce monsieur décédé aujourd'hui pouvait servir pour que quelques-uns, pour que l'État dise effectivement que la compensation financière n'est pas tout quand il y a un drame, mais que le suivi psychologique est plus important, ça sera peut-être, et je l'espère, quelque chose de ce malheur qui sortira de bien. En tout cas, allez le lire sur le site www.francemagreb2.fr, absolument, pour le lire, pour se saisir de cette affaire, pour évoquer la douleur d'un homme qui a perdu ce soir-là donc sa femme et son fils. On aurait été aux États-Unis, j'allais dire dans les 3 mois, il y a un film qui sortirait avec tout le tapage médiatique. Et c'est comme ça qu'aux États-Unis, on inscrit l'histoire collective. Oui, parce qu'en fin de compte, il faut se dire que ça reste une victime. Voilà. Une victime. Et qui fait partie d'un État, on construit nation. La mémoire collective à travers le cinéma, à travers le film. En France, il n'y a pas cette tradition culturelle. Bon, dans un instant, on va aller à la rencontre d'une future candidate. On va parler de la Tunisie parce qu'il y a des élections qui se profilent à l'horizon. Et présidentielle et législative. Donc autrement dit, c'est une année charnière pour la Tunisie. Abir Moussi, qui sera avec nous dans un instant, elle fait un colloque chez toi là-bas, Faiza, à Nice. Un meeting, pardon. Pas un colloque, un meeting. À Nice. Parce qu'il y a beaucoup de thunes, paraît-il, à Nice, Faiza. Ah oui, c'est pas une légende. T'en fais pas, il y a une communauté tunisienne très représentée. Je vais même pas faire le mauvais mot de mots, mais le salopard qui a commis l'acte de Nice dont ce monsieur est décédé aujourd'hui est issu de cette communauté, malheureusement. Malheureusement. Les faits sont les faits. Bah oui, ils sont têtus. Un peu comme nous, de temps en temps. On parlera aussi, alors j'aimerais bien avoir votre avis, parce que ça fait débat dans les médias depuis ce matin, c'est Balkany, le procureur a prescrit 7 ans de prison. Et plus 10 ans d'inéligibilité. Oui, mais c'est la prison qui fait débat. C'est la prison qui fait débat sur le fait que les gens se disent d'accord, ok, il a fait de la malversation, etc. Mais est-ce que ça mérite de la prison? Allant jusqu'à comparer ce matin, j'ai entendu de la clémence envers les gens des quartiers, et on n'hésite pas à foutre 7 ans de prison à monsieur Balkany. C'est incroyable d'entendre des choses comme ça à la radio, dans les grands médias, sans qu'il y ait une quelconque maîtrise de la part des journalistes. Je pense qu'il y a vraiment un réel
une réelle formation à refaire ou à faire. C'est un petit peu d'ailleurs pour ceux qui ont passé le permis il y a 15 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, ils le repasseraient, ils ne l'auraient pas. Donc, la carte de presse, je crois qu'il faudrait saisir quand même des examens, vous savez, de reconduite, j'ai envie de dire. Parce qu'il y en a qu'on aurait besoin quand même. Allez, à tout de suite sur France Maghreb 2, restez avec nous, c'est le Grand Forum. Et Audrey Pronostic qui nous a fait un petit avis tranché pour son retour. On va parler de quoi ? Alors, je vais parler d'une mini-série qui est divisée en 4 épisodes. Je vais pas vous le spoiler tout de suite. Ça y est, c'est ouais, bon. Voilà, je suis lancée. Ouais, non, mais là, franchement, c'est un bijou le truc, quoi. Et fallait que je vous le fasse partager. Vous verrez. Je vous en dis pas plus. D'accord, à suivre juste après l'interview de Abir Massi, donc sur France Maghreb 2. Restez bien avec nous, c'est le Grand Forum, évidemment, sur France Maghreb 2. Ici, on parle avec notre cœur, notre passion, notre raison. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, évidemment, jusque 18h dans sa version initiale, originale, et le Grand Forum du sport juste après à 18h. On parlera de football féminin. Tiens, vous y êtes mis un peu, Tarek, au football féminin ? Et je suis agréablement surpris d'avoir... Je vais faire mon film Kelkrot, des footballeuses, des femmes qui jouent au foot. Non, j'ai été agréablement surpris d'apprécier ça. Ah ouais ? Je trouvais que le jeu de foot des femmes, je suis un homme mais ça change pas, ça sert pas à grand chose, que leur football est plus fluide, qu'on voit les balles passer, que les buts sont vraiment des buts super, et que le côté un peu viril, violent des hommes, j'allais dire, il est plutôt à 10% qu'à 100%. Et j'ai vraiment aimé. Et j'ai regardé donc les 2 matchs de la France. J'ai regardé un match, je crois, Allemagne, je sais pas contre qui. J'ai regardé 3 ou 4 matchs alors que je n'aurais pas regardé 4 matchs dans l'éliminatoire de la Coupe du Monde, pas de la Coupe du Monde, mais de la Coupe d'Europe, par exemple. J'ai apprécié, j'ai aimé. Bon, Faiza, tu t'es mis au foot féminin ? Non, pas du tout. Franchement, c'est pas du tout mon truc. Ça. Eh ben voilà, c'est le paradoxe. Ouais. En tout cas, il faut suivre les Américaines. Elles sont dangereuses. Ouais. Elles ont mis 13-0 à je sais plus quel pays l'autre fois, mais c'était incroyable. 13-0. Voilà. Indiscutable. Audrey, tu te souviens de football féminin ? Pas encore, et je devrais m'y mettre parce que là, j'ai l'impression que c'est la grosse tendance. Non, mais toi, t'as de bon goût. Toi, tu suis le PSG. Oui, bah ça c'est évident. Lequel ? Et franchement, comment ça, lequel ? c'est indiscutable. Lequel ? Il y en a qu'un seul, Tarek. Le seul et l'unique, le meilleur. Ah, c'est lui voilà, je crois que ça passe de commentaires. C'est lui qui est mis en examen ou celui qui n'est pas encore condamné ? Quel est le rapport ? Non, celui qui réaccueille dans ses locaux Monsieur Leonardo qui prend le poste de directeur de sportif. Je peux vous dire que là, ça va trembler en France. Eh ben, vous connaissez que Leonardo, c'est l'homme qui parle au prince, mais qui parle pas aux autres. Ouais, bah voilà, il a compris à qui parler. Justement, tiens, la transition est toute faite. Patrick Balkany, cet homme qu'on voit depuis des années et des années avec son grand sourire, le sauveur de Levallois-Perret, le grand ami de Nicolas Sarkozy, a eu quelques ennuis avec la justice, et pas des moindres. D'ailleurs, il avait, rappelons-le, une villa à Saint-Martin, Marrakech. Il s'offrait du beau temps, et puis il avait quand même un bon choix, celui de planquer l'argent où il fallait, sauf qu'il a été un petit peu rattrapé par la justice, et son procès a eu lieu, et le procureur a prescrit 7 ans de prison ferme contre Patrick Balkany, 4 ans avec sursis pour sa femme Isabelle Balkany, qui a fait d'ailleurs récemment une tentative de suicide. Une petite amende pour le fils. Une petite amende pour le fils. Elle a pris du sursis, sa femme. Oui, c'est ça. Sursis, 4 ans. Mais pour le fils, c'est avec une phrase extraordinaire de procureur de la République du PNF qui dit qu'il lui a suivi par piété filiale ce que ses parents ont fait. C'est extraordinaire comme phrase. Oui, non mais. Et il est coupable malgré lui, quoi. Et puis il faut à l'insu de lui-même. Voilà, et puis aussi il faut souligner que son avocat, c'est juste. Dupond-Moretti. Voilà, c'est juste un grand comédien. Ouais, et il n'a quand même pas hésité à comparer les crimes de sang avec le truc de Balkany, quand même. C'est un peu limite, quand même. Ah non, mais tout est permis. D'ailleurs, il l'a déjà dit. Il a dit pour lui, être avocat, c'est être acteur, c'est être sur une scène. Donc voilà, il a tous les arguments possibles et inimaginables. Enfin, je veux dire, il a peur de rien. La question se pose aujourd'hui dans les médias, dans les émissions de débat où on discute, un petit peu comme au café. Aujourd'hui, on ne comprend pas que Balkany puisse faire de la prison ferme, parce que effectivement détourner de l'argent c'est grave, mais en même temps il a volé personne, c'est ce qu'on dit, ce que j'ai entendu ce matin, qu'on est extrêmement clément avec les gens des quartiers, la justice est très clémente envers Patrick Balkany, ça ressemble plus à un exemple donné aux politiques. Est-ce que ça vous choque, Tarek Mami, 7 ans de prison prescrits contre Balkany?
Ce qui me choque, c'est la prise de position de mes confrères journaleux, qui en général ne sont pas journalistes, mais ceux qui sont commentateurs d'actualité. Ils ont oublié que M. Tapi a fait quelques mois de prison, et c'était aussi pour des histoires d'argent. Il a tué personne, il a violé personne, il est passé par la ligne rouge, il a été en prison. Pourquoi M. Tapi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, va passer quelques mois et pas M. Balkany? M. Balkany est un bandit pour la loi. Et le bandit, il est fait pour être sanctionné. Stop. Et fin. Et d'ailleurs, le procureur demande même, après la condamnation, l'arrestation de M. Balkany sur place pour l'incarcération, parce qu'il sait qu'il est capable que s'il n'est pas mis en prison tout de suite, il serait capable d'aller se présenter aux élections l'année prochaine. Donc c'est dire. Et il pourrait même être réélu d'ailleurs. Éventuellement. Et donc moi je trouve que la sanction n'est jamais juste, mais que le procureur, d'ailleurs aujourd'hui vous avez les procureurs dans ce genre de dossier, il n'y a plus un seul procureur, ils sont à 3 ou 4 pour le travail, ils sont 2 à plaider. De manière à ce que la responsabilité ne soit pas mise sur tel juge ou tel juge. Et donc pour moi, c'est un bon réquisitoire, mais c'est pas parce qu'il y a un réquisitoire que les juges seront obligés de suivre, ils sont pas obligés de suivre. Condamner. Rappelons qu'il s'agit d'un réquisitoire, hein, donc en aucun cas d'une condamnation définitive. Oui. Faiza, 7 ans de prison pour Balkany. T'as versé une petite larmichette ou pas? Non, toujours pas. J'essaye depuis hier, mais ça vient pas. Ouais. Écoute, après moi je trouvais que c'est vrai que 7 ans ça m'a surprise. Ça me choque pas, mais ça m'a surprise que le parquet réclame quelque chose d'aussi sévère, parce que je sais en général les procureurs ont tendance à être très cléments quand ils ont face à eux je vais pas être dans la caricature, mais des sexagénaires, hommes, blancs, les politiques en plus, tu vois, c'est quand même des personnes qui ont rarement affaire à la justice, qui sont rarement condamnées, qui sont rarement mises en cause, quand bien même il y avait des éléments qui tendaient à les incriminer. Mais après les parallèles nauséabonds qui sont faits avec les jeunes des quartiers, il faut quand même rappeler que dans les quartiers populaires, il y a une répression qui vise surtout les jeunes hommes maghrébins et noirs, qui est sans commune mesure avec le reste de la population et le reste des territoires de France. Il faut quand même que les journalistes qui font ce type de parallèle se calment un petit peu. Certes, peut-être que Balkany leur ressemble et que donc du coup ils vont commencer à essayer de lui trouver des circonstances atténuantes et de trouver à travers des rhétoriques qui ressemblent à celles de l'extrême droite pour dire que la justice est laxiste envers les quartiers populaires, ce qui est totalement faux. C'est corroboré par aucun chiffre, et c'est même l'inverse qui est corroboré par les statistiques. Il faut quand même qu'ils se calment. Parce que il faut aussi se rappeler que, par exemple, tu vois, la répression qui s'est abattue sur les gilets jaunes, elle choquait pas quand elle visait les frères dans les quartiers, dans les cités, quand les armes, le LBD, les flashballs, les grenades de désencerclement, tout ce qui a trait à la violence policière, en fait, quand ça concernait que les jeunes dans les quartiers populaires, et a fortiori les jeunes hommes, ça choquait personne. Ça a choqué que quand il y a des blancs finalement qui ont été touchés, et il faut vraiment que les gens se rendent compte. Je pensais que ça avait un petit peu été fait avec la médiatisation des violences policières là sur les dernières semaines, mais force est de constater qu'avec ce type de parallèle, en fait on est loin du compte. Est-ce qu'il faut, comme dans certains métiers, vous savez, par exemple pour devenir avocat, il faut un casier vierge? Est-ce que pour être politicien, aspirer à des fonctions de responsabilité, de représentativité, est-ce qu'il faudrait avoir un casier vierge? Ce serait une bonne chose. Alors il resterait plus grand monde. C'est un dossier et c'est une demande qui a été faite à plusieurs reprises. Elle a même été élue en première lecture à l'Assemblée nationale, mais elle ne passera pas. C'est peut-être là où les fameux référendums, si un jour ils venaient à être mis en place, serviraient à quelque chose, parce que les hommes politiques ne s'auto-mutilent pas. Au contraire, ils s'agrègent des avantages. D'ailleurs, à titre d'exemple, tout à l'heure, on aura donc Madame Abir Moussi, mais les députés tunisiens se sont augmentés, je crois, de 40%, 4 mois avant les prochaines élections. Ah ouais. Et ils auraient sympa. Ils auraient pu avoir la décence d'augmenter de 40%, mais dire applicable aux prochains élus dans 6 mois. D'accord, donc pas de devoir d'exemplarité. Voilà, donc là, on dit on ne peut pas vivre avec ce salaire, et on vote pour les prochains pour qu'ils puissent travailler. Mais voter une loi, se l'appliquer favorable et se l'appliquer tout de suite, la règle dit juste, ça veut dire que je prends le dernier avantage avant de dégager, parce que pratiquement 70% de 80% seront dégagés pour les prochaines élections. Ouais. Monsieur Azam, bonjour. Alors, vos appels, évidemment, 01 40 33 9000. Est-ce qu'il faut, Audrey,
Tarek, Faiza, est-ce qu'il faudrait en arriver là finalement, à ce fameux casier vierge pour les politiques? Bah, honnêtement, oui. Enfin, je vois pas ce qu'il y a d'aberrant dans le fait qu'un homme politique, quelqu'un qui est au service de la nation, doit être exemplaire. Je veux dire, bon, après, voilà, chaque être humain peut avoir des erreurs de parcours dans sa vie, mais je pense qu'il y a un minimum à avoir et à adopter. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les hommes politiques en place, Oui, quand ils sont condamnés, ouais. on les vire. Mais s'ils ont été condamnés avant de se présenter, on ne leur demande pas des comptes sur leur vie passée. Donc on ne peut pas tirer les conséquences de la vie. Dans l'inconscient collectif, c'est pas ce que tout le monde ressent. Si. Vous avez de toute façon maintenant presque automatiquement les hommes politiques, ils ont une période d'inéligibilité qui est. Ah là, mais je parlais pas de la période d'inéligibilité. Je parlais du fait que ils continuent leur vie, ils sont pas forcément emprisonnés. Oui. Moi je pense à Cahuzac. Mais ils sont inéligibles pendant 5 ans et ils reviennent après 5 ans. Ils se présentent, ils peuvent se faire élire. Et la loi ne dit pas. Pour moi, ça revient au même, je vous le dis franchement. Voilà. La loi ne dit pas celui qui a été interdit une fois ne peut plus revenir en politique. Non, elle dit il purge sa peine et puis il revient. Oui, un peu facile. Bon, Abir Messi sera avec nous dans une demi-heure, parce qu'a priori elle est dans. C'est vrai que je me suis fait engueuler par son collaborateur. Ah bah si on se fait engueuler, on ne prend pas. Un truc de fou. Arrête de harceler, il me dit. Je vous harcèle pas, je vous appelle. On va lui envoyer un texto pour lui dire on va arrêter de l'harceler définitivement. Il va prendre le métier. C'est pas nous qui sommes demandeurs. On va essayer d'excuser. Bon, tout va bien. 01 40 33 9000. Comme quoi on vous dit tout dans cette émission, c'est la transparence à son maximum. Restez avec nous donc sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000 pour parler de Balkany. Bon, je pense qu'on a tout dit ou presque. On attend. C'est bientôt le jugement? Non, en général, le jugement c'est toujours 3 semaines, entre 3 semaines et 3 mois. Ah, quand même. Parce qu'il faut écrire le texte. Parce que vous avez ce qu'on appelle l'impression d'audience. Donc vous prenez vos décisions, mais après les décisions que vous avez prises en étant juge sur place, faut les motiver juridiquement. D'accord. Donc il ne suffit pas que vous dites pendant l'audience, quand vous écoutez, là c'est faux, là c'est vrai. Vous prenez les notes et après il faut asseoir chaque condamnation, chaque élément sur un article de loi. J'ai hâte de voir la justice. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Jamel, tu es avec nous, 01 40 33 9000. Bonjour Jamel. Jamel, qu'est-ce qui se passe dans mon standard là? Jamel, il est où? Jamel? Bon, Jamel est parti. Il est là sans être là. Je pense qu'on pourrait tout à l'heure aller voir du côté de notre analyste politique pour la commission, pour qu'on nous explique comment ça marche, puisque cette émission est inversée. C'est l'émotion aussi, peut-être, qui nous fait faire ça. Oui, effectivement, et on rappelle d'ailleurs à ce propos, l'article à aller voir absolument, ce qui fait d'ailleurs notre sujet à la une concernant cette affaire de ce monsieur qui est décédé, Tahar Mezri, donc qui a perdu le soir du 14 juillet 2016 à Nice, durant l'attentat de Nice, sa femme et son fils. Probablement mort de chagrin, en tout cas un article à lire sur le www.francemaghreb2.fr. Est-ce que la prise en charge est à la hauteur justement concernant les familles et les victimes d'attentats? C'est la question que l'on vous pose sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, pour voter bien sûr, et vous êtes sans aucun doute très nombreux à avoir voté et surtout à avoir dit non. Voilà, dit non répondre non à cette question. 94% sur Facebook tout à l'heure. 01 40 33 9000 qui est avec nous. C'est Jamel. Bonsoir Jamel, on t'a retrouvé. Comment ça va Jamel? Bonsoir Jamel. Ça va, merci. Il nous appelle d'où Jamel? Je m'appelle de Paris. De Paris, très bien. Qu'est-ce qui se passe Jamel? Je voulais réagir sur Balkany. Oui. Qu'est-ce qui t'inspire? Sincèrement, qu'est-ce qui m'inspire? Il m'inspire pas grand-chose, mis à part du mépris. C'est quelqu'un qui baigne dans ses affaires et qui a entre guillemets cette épée de Damoclès sur la tête depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Moi, ça fait des années que j'entends parler de Balkany. Tant qu'il y ait personne qui réagisse, pour une fois que ça va entre guillemets dans le bon sens, c'est-à-dire de faire comprendre à ces politiques qui se permettent de se gaver et de s'en mettre plein les poches sur le dos des contribuables qu'il y a une justice et qu'à un moment ou à un autre on peut tomber. Ça, c'est une chose, c'est un constat. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter de croire ou de nous faire croire qu'il va prendre 7 ans. Il fera pas jamais 7 ans ferme. Il fera au maximum. Ils vont plaider. Du moins, ils vont sûrement le condamner à 18 mois. Il sera tranquillement chez lui dans sa villa à Saint-Barth ou au Maroc. Et il l'a plus. Ça sera confisqué. Non, ça y est, il l'a plus. C'est confisqué. C'est confisqué déjà. Hein. Il a plus de villa ni à Marrakech ni à Saint-Martin. Mais bien sûr, mais évidemment. Mais vous pensez vraiment qu'ils ont découvert tout l'argent qu'il a planqué à droite et à gauche?
Ça, c'est simplement, à mon avis, la partie émergée de l'iceberg. Et en toute honnêteté, franchement, les habitants de Levallois-Perret, franchement, je suis désolé de le dire s'il y en a qui écoutent, mais je sais pas, ils ont voté pour ce couple-là depuis des dizaines d'années. Et Au bout d'un moment, enfin, on se baigne dans les affaires. Non, mais le pire, c'est qu'il recommencerait. C'est-à-dire que demain, il se présente, il va être réélu. Évidemment. Ouais. C'est ce qu'on appelle le clientélisme. Oui, ça marche. Ah oui, mais Et voilà. Et on en connaît quelque chose à Nice là-bas aussi, hein, le clientélisme. C'est quand même Oui, c'est quelque chose particulier. ici Après, moi, aussi, je vais être très honnête avec vous. Moi, je pense sincèrement qu'il les fera pas cette tête en ferme. Non, mais Bien non. que je pense Ah oui. qu'il Non, mais mériterait- personne ne fait, en France, personne ne fait la condamnation pour laquelle il est fait. Il a été condamné tout au plus. Ouais, c'est une On base. fait 50%. Et avec la bonne conduite, en clair, quand on est condamné à 7 ans, si c'était quelqu'un de lambda, il passerait 2 ans et demi en prison. Ouais, donc La lui, bonne conduite, il va oui. faire Après, un an bon, si c'est une maximum. prison 5 étoiles, enfin, j'ai envie de vous dire. Oui. Bon, oui. Ah oui, non, c'est- mais, Si, non, mais si je on parle, est mieux là-bas que dans non, les mais je du parle, 93. je parle dans l'absolu. Hein. Ouais. 93 Oui, ou oui. autres. En général, c'est pour 10 ans de prison, on passe 4 ans. Ouais. Merci Jamel. Bon, on a bien compris que vous Merci. n'avez pas sorti les mouchoirs, hein, en tout cas. Merci Ah bah, En tout beaucoup. cas, il n'ira pas habiter à Levallois-Perret. pour ne pas Oui, être j'y habiterai, mais bon. Pour ne pas être obligé de dire le maire. Je ne les paierai pas. Voilà. Merci Jamel. Salut, à bientôt. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler si vous le souhaitez pour prendre part dans cette émission. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000 bien entendu. Alors dans l'actualité dans la semaine, un sujet qui nous a beaucoup intéressé, mobilisé aussi, c'est ce fameux amendement qui avait été voté par le Sénat, qui visait à interdire les sorties scolaires aux femmes portant le foulard. Il se trouve que le ministre de l'Éducation nationale y était opposé dès le début, et que les députés de l'Assemblée nationale allaient sans surprise le rejeter. Et ça s'est passé lors d'une commission paritaire, députés Sénat, qui ont finalement abandonné ce fameux projet de loi quant à interdire donc des sorties scolaires aux mamans qui portent le foulard. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Non, Christophe, c'est pas tout ça pour ça. Pour 3 éléments. Oui. Le premier, c'est que, j'allais dire, pas l'escalier, mais la pente de l'islamophobie, la pente qui fait que dès qu'il s'agit de culture musulmane, une large partie de la classe politique se dresse debout contre, c'est grave. Et donc, il fallait que la société civile et les personnes concernées, moi j'admire les femmes, il y a eu beaucoup de femmes qui ont fait donc des manifestations devant les écoles, et nous-mêmes ici à France Maghreb 2, bon, on a commis un article sur le site, mais l'article on l'a commis d'une manière de dérision. Oui. C'était pas de sortie, pas de gâteau. Alors, moi, je vais même aller un petit peu plus loin. Les Républicains, quand ils ont déposé cet amendement, je suis persuadée que dès le départ, ils savaient très bien que de toute façon, ça passerait pas, puisque Oui. la majorité était contre. Oui. Et faut pas oublier que lorsque cet amendement a été déposé, C'était avant les européennes. juste avant les Oui, on élections est d'accord. européennes. Voilà. Oui, mais Donc, ce qui est c'était grave, quand même. non, mais ce qui est Voilà. grave quand même, c'est que cette idée d'islamophobie a tellement infusé Ah, mais c'est évident. qu'elle fait partie de l'ADN aujourd'hui de cette partie de la droite, extrême droite, Mais et même malheureusement, Un c'est mot qui évident. est pas très présent à l'Assemblée nationale. J'ai pu d'ailleurs le signifier au député fort que j'ai rencontré par mégarde la semaine dernière, dimanche dernier, à qui je lui ai dit, ça serait bien quand même que le mot islamophobie entre dans les locaux de l'Assemblée nationale. Et là, évidemment, il a voté en touche en disant, mais il y est, vous inquiétez pas, machin truc. Bon, Ah bah bref. oui. Évidemment, tout le monde y croit. Faiza, sur cette affaire, finalement, on s'aperçoit aussi qu'il y a certains groupes politiques qui n'étaient pas franchement opposés à cette loi. Dite gauche. Dites de gauche, Bah oui, d'extrême là, en gauche fait, même. Oui, mais là, je vous entends parler de la droite et de l'extrême droite. Il faut surtout pas oublier la gauche et l'extrême gauche. Tout à fait. La thématique de l'islamophobie, la visibilité des communautés musulmanes, la question du hijab, la question du burkini, ce sont tout autant de thèmes qui réussissent à faire converger la classe politique, qu'elle soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le milieu, le centre, les macronistes, tout ce que vous voulez. C'est vrai. Ce sont des sujets sur lesquels ils réussissent à s'entendre. C'est ça C'est le parfois même problème. les seuls. Ouais. Leur seul point commun. C'est-à-dire qu'ils réussissent, c'est quand même un thème qui les rassemble autour d'un rejet. Et cet amendement, on savait qu'il passerait pas. On savait qu'il passerait pas, mais il passerait pas cette fois. Peut-être que dans 5 ans, il y aura autre chose, il y aura un autre mouvement politique à la tête du pays. Peut-être qu'il y aura d'autres choses. Mais il faut
pas du tout, je pense, relâcher la vigilance. Il y a quand même des associations qui ont fait le taf, qui ont dénoncé. Je pense essentiellement au CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Je pense à la plateforme Les Musulmans. Je pense au site internet des Dômes et des Minarets. Je pense à l'Icebreaker. Je pense à Alkans. Il y a énormément de sites qui ont dénoncé cette tentative de discrimination islamophobe. Et en plus, le pire, c'est qu'ils se cachent même pas, quoi. Ils sont dans un truc où on revendique, et même c'est même une surenchère pour revendiquer plus fort, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, l'islamophobie fait gagner des voix, et au niveau électoral, c'est quelque chose qui est gagnant. Moi, je veux dire, ce qui me fait de la peine dans tout ça, c'est que effectivement, on voit une certaine, j'allais dire, un certain mot d'ordre et un suivisme autour d'un sujet comme celui-ci. On voit une mobilisation qui s'opère. Par contre, pour d'autres sujets, pour l'unité, dans des sujets qui seront beaucoup plus graves encore, à mon sens, pour que cette population se fasse respecter, c'est la division qui règne. Pourquoi on n'arrive pas à s'unir ? Pourquoi on n'arrive pas à s'organiser quand on voit qu'on est capable, autour d'un thème qui nous parle à tous, l'islamophobie, on est tous concernés, femmes et hommes, parce que femmes avec le port du foulard, hommes parce que quand on a une barbe un peu mal rasée ou un peu trop longue, évidemment on est tout de suite mis au bord du banc de la guillotine. Mais voilà, pourquoi c'est pas possible quand, par exemple, à s'organiser, quand à peser, quand à se faire respecter. C'est un problème, moi, aujourd'hui, que je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à déceler. Je sais pas. Parce que la majorité des membres de cette communauté dite musulmane sont plus dans l'émotion que dans la raison, encore une fois, et dans la réaction que dans l'action. C'est-à-dire que quand tu vois la pierre arriver, ils se baissent pour que la pierre ne les touche pas éventuellement, mais ils ne sont pas capables d'aller chercher la pierre qui est sur le chemin pour la mettre à droite, j'allais dire, de la rue. Donc tant qu'on ne prend pas des initiatives pour être acteur de sa vie, comme dirait Mandela, tant qu'on subit sa vie et on essaie de résister pour ne pas recevoir. Christophe, il y a un truc que je dis toujours à mes enfants, moi. Je leur ai dit, regardez, quand on parle en arabe, on dit le vent m'a frappé, l'avion est parti, la porte m'a tapé. Comme vous le dites en français, c'est j'ai raté l'avion, je suis rentré dans la porte et j'ai attrapé froid. Donc psychologiquement, entre le fait de subir, y compris dans la langue, et le fait d'avoir fait une faute, et donc d'être rentré dans la porte, il y a ce différentiel psychologique, parce que les mots ont toujours un sens et la sémantique est importante. Monji est avec nous depuis Marseille. Salut Monji. Salut Christophe, salut Tarek, salut Faiza. Salut. Et Audrey, elles sont mauvais. Hein. Non, mais c'est pas grave. Pardon? Oui. Excusez-moi, Non, mais Audrey n'est jamais partie à Marseille, donc elle compte pas. Ouais, non. Le jour où elle ira à Marseille, elle sera citée. Pas de problème. Bon. Bonjour Monji. Il y avait qui? J'ai pas entendu. Audrey est avec nous aussi. Pardon. Vraiment, pardon, j'avais entendu que la voix de Faiza. Bon, Aucun désolé, problème. vraiment. Alors, revenons à nos moutons. En fait, moi, je suis encore plus inquiet parce que j'ai bien peur que en fait, on savait que actuellement, ça passerait pas cet amendement-là, mais comme elle a dit Faiza tout à l'heure, je veux dire, on n'est pas à l'abri que notre majorité se dégage dans pas longtemps d'ailleurs. Pour pouvoir porter cette loi, ou même cette majorité même, si elle est vraiment, je veux dire, elle est acculée, elle peut donner un gage à un certain nombre de personnes en sacrifiant encore les musulmans et en faisant la charia canon. La question qu'il a relevée à Tarek est très importante. En fait, le problème, c'est pas c'est vrai qu'on est un peu dans l'émotionnel, on n'est pas très actif, on va dire, on attend toujours le coup arriver après, pas tout le monde d'ailleurs. Mais surtout, comme elle a dénoncé Yasser dans son autre antenne, c'est qu'il y a des associations, je le dis clairement, qui ne veulent pas résoudre le problème de l'islamophobie parce que c'est une pompe à fric. C'est tout. C'est exactement le problème. C'est que chaque fois, nous, le CRI, on est catégorique comme on était des terroristes, il n'y a pas de problème, on assume nos responsabilités. Mais par exemple, on a lancé pas mal de trucs comme créer une caisse vraiment indépendante pour faire un pôle juridique pour chaque fois arbitrer les affaires qu'on suit. En fait, chaque association discute l'affaire qui le concerne. Par exemple, nous, sur la question de Zainab El-Razoui, pas un militant de l'islamophobie n'a relié notre action. Pas un militant. Le CCF boycotte, toutes les organisations boycottent, parce que c'est le CRI qui porte le problème. Portez-le si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais Zainab El-Razoui, il faut qu'elle soit condamnée.
C'est vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre un peu ses égos de côté, il faut mettre un peu sa boutique de l'autre côté et travailler dans le sens qui va dans le sens de la dignité des musulmans. Parce que tout simplement, ce qui va arriver, c'est que par exemple, sur Perpignan, on a un élément qui est très actif à Belzrigui, qui a soutenu les mamans de premier jour, qui a été toujours sur le front. Si le Front National vise cette ville. Et on a besoin de convergence, on va dire, c'est ces mots gauchistes, la convergence de lutte. Non, notre lutte, elle est commune. C'est pas une convergence, c'est une lutte, elle est commune. Ouais. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir porter les affaires par les boutiques et faire porter le fer là où il faut pour le bien de la communauté, non pas pour faire pour chercher d'essai et venir adhérer. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment ridicule de réduire l'action à l'adhésion. Bon, salut Manji, merci à toi. 01 40 33 9000 pour intervenir évidemment. Dans un instant, Abir Moussi qui normalement devrait être avec nous. Je dis bien normalement. Elle est en meeting à Nice. C'est pour nous présenter son parti qui a été créé en 2011, hein, Tarek, si je ne m'abuse. Non, pour présenter aux Niçois, aux électeurs tunisiens de Nice son programme électoral pour les législatives et les présidentielles qui auront lieu donc au mois d'octobre et de novembre. Mais le parti a été créé en 2011. D'historien. Non, mais il a été créé après, puisque le parti d'historien a été dissous par le gouvernement en place en mars 2011, et Madame Moussi a été la seule citoyenne tunisienne en tant qu'avocate qui s'est présentée au tribunal pour s'opposer à cette dissolution. Avis tranché. Une fois que c'est dissous, elle a créé son parti derrière. Avis tranché d'Audrey Pronosti et Hicham Terak pour Va te faire follow. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGEP, ça s'appelle, c'est le nom d'émission avec aujourd'hui pour nous accompagner Faiza Ben Mohamed, Audrey Pronosti, Tarek Mami. Je commence évidemment par les femmes parce que nous ici on est galants. 01 40 33 parce qu'il y a foot, quoi. 9000. Quoi? Aucun rapport. Non, absolument. Aucun rapport. S'il n'y avait pas le foot féminin. Non, mais je veux dire très sincèrement ce que j'en pense. J'ai du mal à accrocher personnellement. Ah bah. Non, mais quoi? La galanterie, il l'a oublié. Non, c'est pas une question de galanterie. Sincèrement, je peux pas faire semblant. Pourquoi? Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi. Ça reste un ballon. Ça me passionne pas. Voilà. Oui. Pourquoi? Parce que les joueurs sont pas assez connus. Non, j'en sais rien, moi. Je te dis, parce que les joueurs sont des joueuses. Ça, je suis persuadée que c'est du machisme, mais pas assumé, mais pas du tout même. D'ailleurs, je veux pas m'afficher, mais je m'en fous. J'assume. Dans Plus belle la vie, ils en parlent. Et les hommes, pareil, ils disent mais non, j'aime bien le football féminin, mais ils osent pas dire qu'en vérité ils aiment pas. Et pourquoi vous aimez pas? Vous avez pas d'argument. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça me passionne pas. C'est pas la même chose. Voilà, c'est tout. On a Abdelkrim qui nous appelle du Luxembourg. Tiens, un endroit que peut connaître éventuellement Balkany. Bonjour Abdelkrim. Moi aussi je connais, mais pas pour les mêmes raisons. Bonjour à vous tous et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Bonjour Abdelkrim. Moi, excusez-moi, j'ai écouté un petit peu ce que vous étiez en train de dire et même si j'aime beaucoup les allocutions de Monsieur Tarek Mami, et franchement, Monsieur Mami. Je vous jure, Monsieur Mami, on est en train de se mentir. On sait pourquoi on est à ce niveau et pourquoi on en est là. Excusez-moi, on se bat pas à armes égales. Premièrement, je veux juste... Il n'y a pas d'armes égales. Alors là, je vais vous laisser terminer jusqu'au bout. C'est-à-dire, moi, j'ai pour parole et pour principe, nous ne perdons que les batailles que nous ne menons pas. Mais on reste chez nous, on ne mène pas les batailles, on se plaint, on se met dans la position de victime. Si... j'allais dire 50% des citoyens français de confession musulmane, ce qui est la moyenne nationale, allaient voter, en 3 votes, vous auriez un paysage politique différent dans ce pays, parce que les hommes politiques ne votent pas, ne prennent pas les gens pour leurs convictions, mais ils respectent ceux qui partent pour les élire et ils ne respectent pas les autres. Abdelkrim. Et monsieur Mami, est-ce que c'est pas une liberté de dire moi j'ai pas envie de voter? Eh ben restez, c'est celui qui n'est pas acteur de sa vie comme dit Mandela, ne peut pas revendiquer son droit à la vie. Mais on peut être acteur, on n'est pas obligé d'être acteur simplement en votant. Ça c'est la doctrine entre guillemets, c'est la doctrine occidentale qui nous fait croire qu'on est libre quand on vote. Mais j'ai pas envie de philosopher avec vous. Moi, ce que je veux juste vous dire, c'est que moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on se égal. Je vous donne juste un exemple. Monsieur Meyer Habib, des députés, a dit ce qu'il avait. Moi, je vous donne juste un exemple. Par exemple, moi, Abdelkrim, j'aurais eu les mêmes propos que lui pour défendre, je sais pas moi, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou même la Palestine.
est-ce que tous les médias ne seraient pas derrière? Qui c'est qui sont derrière les médias? Juste, s'il vous plaît, monsieur, sans démagogie, sans parler, sans être raciste, ni antisémite, ni sioniste, ni quoi que ce soit, s'il vous plaît, qui sont derrière les médias? Ceux qui ont les moyens financiers. Monsieur Veil, Monsieur Drahi, et encore plein d'autres. Monsieur Gisbert, monsieur, excusez-moi, monsieur Mami, je vous jure, on se bat pas à armes égales. Moi, je vous dis, je vois des choses ici. Là où je travaille, je vois des choses. On est loin. Pourquoi? Parce qu'on est nous, on n'est pas une population qui se mange des claques et qui reste. On est au contraire, on se bat. Moi, je vous donne juste un exemple. Prenez l'avion, venez, je vous emmène à la City et vous allez voir les traders à la City qui sont les vrais traders. Je vous donne pas les 3 exemples des infos de papa qui font des stages ou quoi que ce soit. Moi, je vous dis les vrais traders qui sont venus du bas étage et qui sont vraiment compétents. Les gens qui travaillent ici au Luxembourg, les grandes banques qui sont derrière, les informaticiens, tout ça. Et ça, on ne le montre pas parce que on sait qui sont ces gens qui sont derrière ces choses-là. Alors, mais vous, quand vous dites, monsieur Mami, excusez-moi, vous, quand vous dites, vous utilisez l'arabe et vous dites, vous avez tout à fait raison. Ouais, c'est la vérité. Mais en vérité, on se bat. Mais on veut pas nous laisser nous battre. Parce que regardez derrière, qui c'est qui a le droit de réponse? Est-ce que vous, monsieur Mami, est-ce que vous avez été une fois aux grandes gueules? Est-ce que vous avez été une fois sur TF1 ou 66 minutes sur un... Non. Pourquoi? Parce qu'on donne la parole qu'à monsieur Charles Goumi, à monsieur Oubrou. Je connais personnellement en plus monsieur Oubrou, je l'aimais beaucoup. Mais pourquoi on nous laisse que ces gens-là? Vous savez pourquoi, monsieur Mami? Oui, pourquoi c'est ça qu'il faut dire. On sait pourquoi ils donnent la parole qu'à ces gens-là. Parce que ils sont malléables. Excusez-moi, moi je suis à longueur de journée en train de faire de la négoce. Ces gens-là, mais moi jamais on parlera avec eux. Bon, merci Abdelkrim pour votre appel depuis le Luxembourg. Ce petit coup de gueule, voilà, on l'a bien compris. Sauf qu'il est clair, tant qu'on reste dans cette position de donc c'est le vent qui m'a tapé et c'est la porte qui m'a tapé, et qu'on n'inverse pas le psychologique dans nos têtes, combien de nous, y compris ceux qui ont réussi, entre guillemets, j'aime pas ce mot, ont leurs enfants qui sont passés par l'ENA, qui sont passés par Sciences Po, qui sont passés par X, Y. Ce sont des trajectoires. Vous lisez, oubliez les Arabes, oubliez les Noirs, reprenez le livre publié en 62 de grands sociologues français qui s'appelle La reproduction sociale, et vous allez trouver que les enfants des avocats du 19e siècle sont toujours avocats, et les enfants des agriculteurs, et français et chrétiens entre eux, sont toujours agriculteurs. Vous avez un problème d'accès à la connaissance, vous avez un problème d'accès aux classes supérieures de décision, et vous avez ce qu'on appelle par ailleurs le capital culturel. Quand un gamin de 3 ans sait ce que ça veut dire sine qua non dans une famille, parce que le papa est avocat et la mère est professeur à la fac, le gosse de chez nous, pour faire simple, va apprendre, s'il a de la chance, le mot sine qua non à 17 ans. Donc faut jouer avec les arguments de chaque pays là où on est. Bon, allez, à suivre dans un instant. Avis tranché à Birmoussi. Pour l'heure, c'est le va te faire follow de Hicham Tara, qui a rencontré à l'occasion de sa venue à Paris l'humoriste marocain qui vit en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Wallace. C'est le dernier épisode de Va te faire follow, Hicham Tara. Les prochaines dates, c'est quand, c'est où? Qu'est-ce que tu prévois ici sur le sol français? Sur le sol français, j'ai à partir d'octobre ou novembre, je vais revenir avec mon one-man show. D'accord. Que je vais faire, on dira à la salle plus tard. De toute façon, les gens pourront me suivre sur ma page officielle qui s'affiche ici. Il va nous faire bosser, Et du coup, ouais, je reviens très souvent. Je joue le maximum possible en Europe pour pouvoir dire aux gens voilà ce que je fais, voilà qui je suis, voilà d'où je viens. Ouais. Et c'est ça qui est important. Et puis, on me le rend plutôt bien. D'accord. Ouais. Et tu abordes de nouveaux thèmes? Bien sûr, évidemment. Ouais. Évidemment. Chez toi, dans ton humour, c'est quoi le thème qui revient le plus? J'en ai pas vraiment. Tu sais, moi, j'adore. Par exemple, si j'écris un sketch de 10 minutes, que je me rends compte que dans ces 10 minutes, il n'y a que 20 secondes qui font rire, je vais garder que les 20 secondes. Ah ouais, d'accord, ok. Et je vais enlever les 9 minutes 40. D'accord. C'est bien 40, hein? Ouais, c'est ça. Je me suis dit, tu as calculé trop vite, fais gaffe, tu as peut-être glissé quelque part. Et tu vas voir que c'est comme si je faisais que des chutes.
D'accord. Tu vois, c'est des vannes, c'est ce que je dis, donc hier j'ai fait du stand-up, c'est des vannes qui peuvent durer entre 10 et 15 secondes la vanne, mais je peux t'en faire 20 d'affilée. D'accord. Mais il n'y aura aucun thème. Okay. Ça sera, j'étais au Cameroun, voilà ce qui m'est arrivé, ensuite je suis allé au Congo, voilà ce qui m'est arrivé. Okay. Nous, en Côte d'Ivoire, on a des Libanais, voilà comment ils se comportent. Si demain un Libanais devenait président de la République, voilà le discours qu'il tiendrait. Voilà. C'est les Français, quel est l'avantage à être français? Quand je suis arrivé à l'aéroport de Paris, je savais pas comment ça se passait, j'ai mis 50 € dans le passeport. Mais non, t'as pas fait ça. Si, moi je l'ai fait. Ah putain, je l'ai fait. Le mec il a sorti, il m'a dit de l'argent. Je lui ai dit arrête, je t'ai donné discrètement, je lui ai dit de l'argent. Sois malin. Mais moi je l'ai fait parce que moi en Afrique on m'a reproché de ne pas le faire. Ça, exactement. À Kinshasa, j'ai donné mon passeport, il l'a ouvert, il l'a refermé, il me l'a rendu. Il m'a dit il manque une page. Ah, j'ai mis 50 $ dedans. Il m'a dit la page a été retrouvée. C'est dur. Donc, moi je pensais que ça se passait partout. Tu m'étonnes qu'après t'as un spectacle qui peut être que très riche. En fait, exactement, parce que je tourne, j'ai la chance de tourner énormément et de découvrir tout ça. D'accord. Pour les gens qui ne te connaissent pas, clairement là t'es dans la promo là. D'accord. Tu leur dirais quoi pour venir te voir? Tu sais quoi? Tapez Wallace, O-U-A-L-A-S, sur YouTube. Regardez 1 ou 2 sketchs. Si vous kiffez, fais-moi follow. T'es un bon. Dernière question, mon cher ami. En France, on a eu une petite période assez difficile dans l'humour. Copie comique. Oui. Alors, la question que je te pose, elle est très simple. Dieu bénisse ce mec. Ouais. Ah oui. Attends, j'ai pas posé ma question. D'accord. Tu es auteur? Bien sûr. Tu t'inspires de la vie de tous les jours? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà copié quelqu'un? Plagié quelqu'un? Ça m'est arrivé, pas de le plagier. Pas de plagier, c'est un pote à moi qui avait un sketch, mais qu'il n'arrivait pas à jouer. D'accord. Parce qu'il trouvait que son sketch n'était pas drôle. Ok. Et un jour, on était devant un petit comité et je lui ai dit, je vais faire ton sketch. En fait, tu l'as pas plagié. Non, pas du tout. Donc ouais, d'accord. Bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord. Je lui ai dit, je vais faire ton sketch et tu vas voir qu'il est marrant. Ouais. Moi, j'ai joué à Paris, dans quelques endroits, je vais pas citer des noms. Le lendemain, mon sketch est tourné par des artistes. Si je te dis leur nom, tu seras choqué, mais je vais pas parler. Tu peux les donner, nous, non, tu sais, nous. C'est pas grave, ça reste bien. Non, ça reste des potes. Ça reste toi et moi. Ça reste des potes, mais moi, c'est pour ça que je suis super content que ce mec existe. D'accord. Comique. Ok. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas, toi, tu sais, le sacrifice. Tu sais, pour avoir 1 minute d'éclat de rire sur scène, ça peut être des années de travail. Ouais, ok. Tu dois écrire peut-être 20 minutes pour en sortir 30 secondes. Ah, d'accord, ok. Mais 30 secondes de fou rire. Okay. Et alors, combien de 20 minutes je dois écrire pour avoir 1 heure? Et toi, tu viens me prendre 15 minutes dedans comme si de rien n'était. Mais c'est pas normal. D'accord. Donc, Dieu bénisse ce copie comique. Vraiment. Très bien, très très bien. Écoute, Wallace, merci. Merci pour ta sympathie, ton humour. Merci à vous d'être venu. Et j'ai qu'une seule chose à te souhaiter, c'est d'aller te faire follow, mon ami. Mais toi aussi, donc, va te faire follow. Tiens, je vais vous donner du boulot. Vous pouvez me suivre ici, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là. Merci en tout cas, merci. Merci infiniment. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode. Retrouvez Va te faire follow sur tous les bons réseaux sociaux. Et aussi à la radio. Allez, je vous dis à la prochaine. Et surtout, allez vous faire follow. Et Hicham Tarak qui sera également de la partie parce qu'il a une autre casquette pour parler foot tout à l'heure à partir de 18h avec notre ami Razik Betiche. Bon, on a des petites mains du Palais Bourbon avec nous au téléphone. Bonjour cher monsieur. Bonjour Christophe, bonjour à tous les invités et surtout aux téléspectateurs. Aux auditeurs pour l'instant, tout va bien. Pardon. L'Assemblée, ils ont l'habitude de la télé maintenant. Oui, ils ont l'habitude de se regarder un peu trop d'ailleurs. Dis-moi par rapport à cet amendement qui a été rejeté en commission paritaire Sénat député. Tout à l'heure, on visait juste quand on disait qu'effectivement on dénonçait cet amendement donc voté à l'origine par les LR. L'extrême droite aussi était derrière, mais la gauche et l'extrême gauche se sont comportés comment, cher monsieur ? Alors, juste peut-être avant de parler de ce fameux amendement, peut-être rappeler l'origine de sa venue. Alors, ça s'est inscrit dans un cadre d'un projet de loi qui s'appelle le projet de loi pour la confiance, rendre la confiance dans l'école. Donc, c'est un projet de loi, comme il le porte son nom, qui vient du gouvernement. Il est passé à l'Assemblée nationale et l'amendement n'avait pas fait beaucoup de bruit. Il était signé de monsieur Ciotti.
Le même amendement, il l'a repris, il l'a déposé au Sénat, c'est là où ça a pris du bruit, parce que le Sénat est majoritairement à droite, c'est-à-dire les Républicains, et donc il est passé, il est voté, et beaucoup de gens se sont exprimés sur les réseaux sociaux, notamment, sur votre radio, notamment il y a eu beaucoup de relais des personnes qui étaient contre cet amendement, sauf que le Sénat, ce qu'on appelle le bicamérisme, forme le Parlement avec l'Assemblée nationale, donc c'est l'opposition qui détient la majorité aujourd'hui, donc il n'avait vraiment pas de chance d'être inscrit dans la loi finale. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'Assemblée l'a rejeté, et lorsque le texte est arrivé au Sénat, il y a à peu près un mois, et il est passé. Donc, et l'amendement, je cite juste là une seule phrase, il change une seule phrase sur la loi, l'amendement, il faut le savoir. C'est la phrase qui disait, je rappelle juste le texte de loi, je cite là, je suis en train de citer la loi, qui dit... je me mets les pinceaux, qui dit dans le code d'éducation, qui affirme déjà que dans les écoles, les collèges, les lycées, le port de signes aux tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. L'amendement de M. Ciotti, comme on l'appelle, il y rajoute les sorties scolaires. Donc c'est ce qui a fait provoquer un tollé. Donc cet amendement-là, donc dans le cadre de parce que l'Assemblée a voté une version du texte, le Sénat on a fait une autre. Ouais. Donc du coup, le gouvernement convoque la CMP, la commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 députés et 7 sénateurs pour trouver un accord. Donc hier, ça s'est passé hier à 13h. Et l'objectif, c'est de trouver un accord sur une version finale du texte. Ouais. Donc ce qui a été le cas. Sauf que les sujets qui fâchent, on va dire, parce qu'il n'y a pas que ces sujets-là, ce qu'on appelle le sujet de l'amendement du foulard, il n'y a pas que ce sujet-là, il y en a d'autres, le fameux parent 1, parent 2, les amendes sur les retraits d'allocation pour les parents des enfants absentéistes, pardon. Oui. Donc tout ça, ça a été négocié hier entre 7 députés et 7 sénateurs. Et résultat, ça a donné que le texte définitif, parce qu'il y a un accord à la fin, ça a été retiré, l'amendement a été retiré, c'est-à-dire l'amendement qui interdisait le signe religieux lors des sorties scolaires a été retiré. Ouais. L'amendement qui suspend les allocations familiales pour les parents d'élèves absentéistes a été retiré. Et le parent 1, parent 2, qui a fait aussi beaucoup de tollé dans ce qu'on appelle dans le document scolaire, il a été retiré. Donc du coup, on a père, mère, représentant légal. Donc c'est la formule qui a été trouvée. Alors dernière question et rapidement, c'est parce qu'on est très en retard. Oui. Est-ce que tu peux nous confirmer que les partis de gauche et en l'occurrence dites d'extrême gauche n'étaient pas franchement debout contre l'amendement? Ouais. Alors là, lors de la discussion au Sénat, c'est là où c'était intéressant de voir les positions de groupe de chaque groupe. Donc les républicains, ce qu'on appelle les extrêmes, ils étaient tous un peu d'accord pour faire voter cet amendement. Donc le ministre, ils ont même demandé au ministre, il disait au ministre, M. Blanquer, en disant, tu n'as pas de courage, tu ne voulais pas accepter notre amendement. Et donc du coup, le ministre a donné un avis, parce qu'il donne un avis défavorable. Pour quelle raison? Il dit que je suis sensible au débat. C'est-à-dire, je le comprends, je le partage, c'est ça ce que ça veut dire en politique, sauf qu'il dit, ça va me créer des problèmes avec le Conseil d'État. Au Conseil constitutionnel, en fait. C'est la raison pour laquelle il l'a rejeté. Sauf que les autres groupes, par exemple, je prends le groupe, ce qu'on appelle le groupe socialiste, certains députés partagent l'avis de cet amendement. Ça veut dire les députés qui se positionnent anti-religieux et disent oui, on est à fond derrière cette laïcité, ce que je schématiserais peut-être caricaturalement, les sénateurs pro-Valls. C'est comme ça qu'on les appelle au Parlement. Et les autres, il y avait aussi la France Insoumise qui était Marie-Noëlle Lienemann, la sénatrice France Insoumise, c'était elle qui est intervenue au nom de son groupe, qui a dit complètement qu'elle voterait pas pour l'amendement, sauf qu'elle s'abstient pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle partage totalement ce qu'il y a dans l'amendement, sauf qu'elle ne peut pas le voter parce qu'il vient pas de son groupe. Ça, par exemple, donc voilà, la France Insoumise, c'est un discours, on le connaît, on le connaît bien, toujours un peu, voilà. Donc, on se rappelle du fameux torchon sur la tête par Mélenchon. Exactement, mais il y a pas que. Mais en tout cas, les groupes centristes, pareil, ils sont tombés dans
on va dire, l'UDI. Alors là, j'étais surpris de l'UDI aussi, le groupe UDI, qui a été pareil, il était à fond derrière l'amendement, et donc du coup, moi j'ai assisté à ces discussions à l'intérieur du Sénat, et moi je pense que c'est l'ambiance qui est régnée à l'intérieur du Sénat le jour où il y a eu ces discussions-là, c'est le fait d'être, on va dire, d'avoir un avis contre les Républicains. C'est tout le monde vous regardez comme si vous étiez anormal. Et les 2-3 socialistes qui ont pris la parole, c'est comme s'ils n'étaient pas normaux, on va dire. Très bien. Merci en tout cas de nous avoir quelque peu éclairé sur ce qui s'est passé du côté du Palais Bourbon hier. Juste rappeler pour l'histoire. Ouais, mais on n'a pas le temps là. 5 secondes, juste rappeler pour l'histoire que la position d'extrême droite n'est pas étonnante dans l'histoire. Il suffit de relire les textes, notamment de Karl Marx, sur l'Algérie et sur l'Orient, lui qui demandait l'égalité entre les travailleurs en Europe. Merci, à très bientôt. Très merci. À bientôt, au revoir. Dans un instant, avis tranché, on passera un coup de fil à Birr Moussi et le quiz en fin d'émission. J'espère qu'on aura le temps de faire tout. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous avec tout de suite et sans perdre une minute parce qu'elles sont vraiment précieuses. C'est parti pour l'avis tranché signé Audrey Pronosti. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Un avis tranché, Audrey, que tu as choisi de nous faire en série. Alors oui, aujourd'hui je vais vous parler d'une série tirée d'une histoire vraie, une histoire choquante, d'autant plus qu'elle reflète donc justement un vrai sujet de société, les erreurs judiciaires et la ségrégation raciale aux États-Unis. C'est une mini-série que vous pourrez retrouver sur Netflix en 4 épisodes d'1 heure, 4 heures qui en paraissent le double tellement la reconstitution est psychologiquement violente parce que justement elle est réelle. Le titre, When They See Us, d'où la traduction en français, dans leur regard. Musique. Alors, imaginez bien, on est à New York City, Central Park, fin des années 80, le 19 avril 1989 plus exactement, cette nuit où tout bascule pour 5 jeunes adolescents noirs et pour une jeune femme blanche. Une nuit d'horreur qui laissera des traces indélébiles pour ces innocents, car oui, on parle bien d'innocence. C'est l'histoire de Kevin, Youssef, Etron, Raymond et Corey, accusés à tort du viol en réunion d'une joggeuse de race blanche. Si je le précise, c'est pas par hasard. Un drame qui donnera suite à une enquête à charge sans preuve probante contre ces 5 mineurs blacks. Un cas qui emballe les médias, qui presse la police de New York. Cette affaire devient politique. C'est le plus grand danger qui mène ces 5 mineurs dans un piège qui se refermera sur eux avec un vice hallucinant. Sans même s'en apercevoir, ils vont répondre à des questions en toute naïveté dans une salle d'interrogatoire séparée les uns les autres, livrés à eux-mêmes. Ils ne se connaissent même pas entre eux. Innocents, oui, je le répète, car ça n'empêchera pas la justice de l'ignorer. Leur seule erreur, c'est d'être retrouvés sur les lieux du parc au moment de la rafle policière qui a eu lieu pour trouver des coupables. Une droite reconstitution de ce fait accablant, tellement accablant que le spectateur assiste impuissant aux premiers interrogatoires, des interrogatoires éprouvants, choqués, basés et effectués sur le mensonge, la manipulation et la violence. Des aveux arrachés à des adolescents de 14 ans qui ne comprennent même pas ce qui leur arrive, qui se soumettent à une autorité qu'ils ne comprennent même pas. Ils n'en sont même pas arrivés à l'âge adulte, même pas d'expérience de vie, qu'on veut les faire passer pour des délinquants sexuels sans scrupules, dangereux et violents, pour la simple satisfaction de donner des coupables à l'Amérique. La réalisation est tellement réaliste que le public plonge dans cette mini-série avec une empathie pour les protagonistes sans commune mesure à celle que l'on pourrait avoir pour soi-même si on était dans la même situation. Dès lors que le rouleau compresseur de la police new-yorkaise est déclenché, la justice américaine va suivre cette affaire de très près. Elle ne lâchera rien puisque tout le pays en est témoin. Avec une enquêtrice qui fait du zèle pour se faire respecter, une de ces femmes déterminées en manque de reconnaissance, une procureure qui cherche la moindre faille pour être sûre que l'affaire sera jugée en faveur de l'accusation et un juge en place depuis tellement longtemps que sa réputation est de posséder la prison de Rikers Island par rapport à son nombre de condamnations. Dès le départ, leur destin était scellé, ils étaient fichus.
Durant les 4 épisodes, le spectateur découvre les différentes étapes de leur vie, que ce soit durant leur procès ou leur parcours carcéral. En revanche, la fin de cette histoire que vous découvrirez par vous-même est juste magistrale, inattendue, et rien que pour cela, elle mérite d'être connue. Même si cette histoire nous rappelle que la vie est injuste, elle nous rappelle néanmoins que face à telles épreuves, le courage, l'espoir et la foi maintiennent la dignité d'un homme. Allez découvrir cette série, c'est juste une leçon de vie, c'est juste la photographie d'un monde animal qui est celui des humains, mais c'est aussi celui de la résilience. Et je terminerai juste par cette question philosophique. Doit-on considérer que la justice des hommes prévaut sur celle de la justice de Dieu dès lors que, en tout état de cause, on reste innocent? Je vous laisse découvrir la bande-annonce. Est-ce que ma mère est là? Il n'y a plus que nous. Toi et nous. Avec qui tu étais au parc? Je connais pas son nom, c'est juste que je me suis perdu. Où as-tu vu la jeune femme? De qui vous parlez? La joggeuse, rouée de coups et violée. Chaque jeune noir qui était dans le parc la nuit dernière est suspect. Je veux chacun de ces gamins. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Votre fils est impliqué dans un viol à Central Park. Non, Non, c'est une minute. non, c'est impossible. Attendez une seconde, attendez. Ils t'ont vu violer cette femme. J'ai pas vu de femme, ni battu qui que ce soit. J'ai vu aucune femme. Kevin. J'ai vu aucune femme. Tout de suite, je veux voir mon fils. Quoi qu'il puisse dire, j'ai rien fait. Je sais. Elles ne parviennent pas à recouper avec les éléments principaux du crime. Tout ce qu'il nous faut, c'est qu'un seul des discours coïncide avec les faits. Ces vidéos ne sont pas aussi irréprochables que la police voudrait nous le faire croire. Nous dénonçons cette injustice. Il n'y a pas la moindre preuve Imaginez la concrète. frénésie de ces adolescents qui lui déchiraient ses vêtements. Innocent, il n'a pas commis ces crimes. Ils sont coupables. Cette accusation d'agression, l'accusation d'émeute, de viol, l'accusation de tentative de meurtre. Ils ont pas arrêté de nous mentir. Voilà pour la bande-annonce de cette série donc sur Netflix. On voit qu'il y a des amateurs de Netflix, ma chère Audrey. Ah oui. Et c'est vrai que moi, Franchement, elle vaut le détour. bon, Vraiment. en tout cas, ça va peut-être donner des idées à Faiza. Pourquoi pas ce week-end pour aller voir cette série sur Netflix. Hein J'ai déjà vu le premier épisode, mais j'ai pas eu le temps encore de regarder les autres, donc je savais déjà de quoi ça parlait, mais c'est hyper intéressant. Moi, je conseille à tout le monde de regarder, même si c'est. Et après, il faut avouer, c'est une série qui est très stressante, très énervante à regarder. Très éprouvante, exactement. T'as tout dit. Mais tu m'as déjà aussi donné des conseils par rapport à des séries. Toi aussi, tu t'en connais pas mal sur Netflix. Ouais, il y a des adeptes. Même Tarek Mami aime bien Netflix maintenant. Non, moi j'aime. Alors, comment il s'appelait en anglais déjà? Les marcheurs morts, les Walking Dead. Walking Dead. Ouais, mais là on est dans un autre non, mais registre. c'est pour vous dire, c'est un piège de Netflix. Je me suis tapé les 7 saisons en 2 nuits. Bon. Donc, bon. Justice. Faut pas aller voir Netflix parce que c'est accro. Ah ouais. C'est quand on met le doigt. C'est fini. C'est plus qu'un match de foot PSG pour Christophe Roth, dites donc. Et les bacheliers, là, faut pas trop y aller pour Netflix week-end pour aller réviser. C'est dans 3 jours. Bon courage d'ailleurs à vous tous. En Tunisie aussi, ils ont commencé hier en fait le bac jusqu'à mardi prochain. Bon, Abir Moussi ne sera pas avec nous, mais elle sera dimanche à Nice normalement pour son meeting donc d'historien dimanche. À la salle Nakaya m'a dit Faiza, parce que moi j'ai prononcé Nikaya. Alors, comment s'appelle la salle? Au Palais Nikaya, oui. Au Palais Nikaya, voilà. Monsieur Mami, Palais Nikaya. Ouais, okay. Justice Algérie en ce moment, dites donc, c'est opération main propre là-bas. Alors laissez Faiza, parce que moi je vais vous dire ce que j'en pense. Ah, c'est moi qui dois répondre. Ouais. Moi, je pense que c'est une opération très saine. Écoutez, s'il y a des ministres qui ont été jusqu'à présent intouchables et qui maintenant, grâce à ce changement qui est en train de s'opérer, vont enfin pouvoir répondre de leur potentiel délit. Je dis pas qu'ils les ont commis, mais moi, je pense que c'est très bien. C'est très positif pour le pays. Ça peut marquer aussi un tournant dans la corruption. C'est que les pays du Maghreb ont de vrais problèmes de corruption. Il n'y a pas que l'Algérie, ça touche le Maroc et la Tunisie aussi. Si on peut essayer d'épurer, d'assainir le système politique algérien, c'est très bien. Question, Philippe Bouvard. Ouais. Peut-on régler des problèmes de 30 ans pendant une enquête de quelques heures devant un juge d'instruction et décider que les faits sont acquis et on en va en prison? Question.
Ouais, ça vous choque qu'on envoie en prison ? Oui. Ah bon, pourquoi ? Parce que les gens qui ont dilapidé, non, qui ont volé. Non, je ne dis pas que les gens n'ont pas dilapidé, mais je dis qu'une justice qui tranche, excusez-moi Christophe, qui tranche en quelques heures dans un bureau de juge d'instruction. Je ne sais même pas si la justice algérienne permet la présence d'un avocat ou pas à assister pendant la garde à vue. En France, on s'est battu pendant 50 ans pour avoir ce droit. Donc pour moi, on peut, j'allais dire bien sûr, bloquer les comptes, faire ce qu'on a à faire, mais donner le temps à la justice pour faire une enquête. On n'a jamais vu une justice, une enquête aboutir en corruption en 24 heures de garde à vue. Ça n'existe pas. En tout cas, où il y a rien en prison, je peux vous assurer qu'ils étaient tous contents. Hein. Non, mais les gens sont contents. On est encore une fois, nous, les Arabes, les musulmans, les Berbères, pas que. Non, mais dans l'émotion. Moi, j'étais avocat dans une autre vie. Et j'arrive, on me donne un dossier. Et au bout de 3 heures, on me dit on l'incarcère. Ce n'est pas de la justice. Ouais. C'est de l'abattage. C'est de la vengeance après politique. chaque mouvement révolutionnaire, il y a des tribunaux. Là, on est d'accord. Voilà. Donc, c'est des tribunaux révolutionnaires. Voilà. Ce n'est pas de la justice, c'est de la justice révolutionnaire de celui qui a gagné à un certain moment. Faïza. Moi, je crois pas que ce soit. Oui, il a raison, Tarek Mami, quand il dit je crois pas que c'est de la justice. C'est peut-être pas de la justice. Je pense qu'on assiste juste à une opération d'assainissement ou à une opération d'épuration, ou je sais pas comment on peut l'appeler. Et c'est vrai que nous, après, on est tous là, sauf toi, Christophe et Audrey, d'origine maghrébine. Donc, on a qu'est-ce que t'en sais d'abord, hein? Il est lié. Je le revendique, il n'y a pas de souci. Christophe est lié à l'Algérie, à la Kabylie, éternellement de par ma femme. De par sa femme. Oui. De par sa femme. Quand même. Et le fameux MERDE. Allez-y, Faïza. Non, mais on a nous cette espèce de contradiction. Je veux dire qu'on vit dans un système occidental qui heureusement garantit l'équité du jugement, l'équité la possibilité d'avoir un jugement équitable, la possibilité de bénéficier, d'être bien représenté, de pouvoir garder un droit au silence. Il y a quand même des principes fondamentaux en France qui sont que malheureusement d'autres pays n'ont pas. C'est pour ça que ça me choque, moi, en tant qu'avocat. Oui, voilà. Et non pas en tant que citoyen qui trouve que c'est bien de punir le voleur. Ouais. Tout à fait. Alors, j'ai une fleur à vous envoyer, chère Madame Faïza. Une fleur ? Oui. Oui, pourquoi ? Parce que c'est pas moi qui l'a fait, c'est Atlantico. Ah bon ? Atlantico reprend l'article de Faïza et écrit selon des informations de France Maghreb 2. Ah bah voilà du professionnel. 3 points et la suite de l'article. Oh bah très bien. On salue nos amis d'Atlantico. Atlantico. Non, moi il faut pas. Attends, c'est Atlantico qui est le. Non, j'ai dit qu'ils vous rendent honneur. J'ai pas dit que vous allez les saluer. C'est pas la même chose. Ouais, en tout cas, ils ont fait leur taf. Peu importe qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il faut quand même saluer qu'ils ont fait leur taf. Contrairement à ceux qui ont piqué l'article. Oui, parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait là, c'est juste normal en fait. Voilà, c'est ça. Bon, en fait, vous êtes des petits malins tous les trois. J'ai bien compris votre stratagème. Pourquoi ? Parce qu'il y aura pas de quiz, on n'a plus le temps. Oh mais non. Oui, parce que vous voulez tester nos connaissances et nous, nos connaissances sont limitées le samedi. Et puis, en gros. Non, on est vendredi aujourd'hui. Vendredi, mais je veux dire, dernier jour de la semaine. Et je peux vous dire. On est dans le turfu, Tarek. Oui, tous les jours, moi, donc samedi, dimanche, ça ne change pas. Et donc, Faïza, allez voir leur article. Et c'est selon les informations de France Maghreb 2, en bleu, et avec le lien, si vous cliquez, vous allez sur votre article. Voilà, super. Parfait. Très bien. Merci, Faïza Ben Mohamed. Bon week-end à Nice. Bon week-end à tous, merci, et puis à la semaine prochaine. Bon week-end. Très bien. Le mercredi, tu reprends. C'est Gaël Salah le veut, hein. Non, mais Gad Salah, c'est le tranquille, Gad Salah. Le sergent Garcia est en train d'opérer et de faire une opération main propre en Algérie. Voilà. Et puis son tour viendra, vous inquiétez pas. Le tour viendra. Audrey, pronostic, merci. À mardi, toi ? Merci, oui, à mardi, effectivement. Donc Audrey mardi, Faïza mercredi, Tarek Mami de retour vendredi prochain, Inch'Allah. Bon week-end à tous, restez bien avec nous dans un instant. Hicham Terak et Razik Metish me rejoignent pour le grand forum du sport et on va parler de foot féminin parce que c'est quand même d'actualité. Il est 18h et vous êtes bien sur France Maghreb. Bon début de soirée à vous. Bonsoir, une vidéo au cœur des interrogations sur l'attaque des 2 pétroliers hier en mer d'Oman. Le Pentagone affirme qu'on y voit une vedette iranienne dont l'équipage retire une mine qui n'a pas explosé de la coque de l'un des pétroliers. Pour Donald Trump, c'est la preuve de l'implication de l'Iran. Accusation rejetée par Téhéran. À Lorient, le parquet requiert l'incarcération de la passagère arrêtée après la mort d'un enfant renversé par une voiture dont le conducteur a pris la fuite. La jeune femme s'était rendue hier, 3 jours après l'accident. Le conducteur, lui, est toujours recherché.
Record de chaleur battu aujourd'hui à Ajaccio en raison d'un coup de sirocco. Il a fait 40 degrés dans le sud de la Corse. Les écoles avaient été fermées. L'air chaud en provenance du Sahara devrait s'évacuer au cours du week-end. Alerte aux orages. Demain, elle concerne la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, la Drôme et l'Ardèche. Elle débutera à 14h. Météo France met en garde contre la forte probabilité de phénomènes violents. On reste sur notre faim. Réaction de Patrice Pelou, le président de l'association des médecins urgentistes, après le déblocage par le gouvernement de 70 millions pour les urgences. Une prime de risque de 100 € net par mois sera versée dès le mois prochain à tous les professionnels de l'urgence, à l'exception des médecins. Les transports en commun seront bientôt gratuits à Paris pour les moins de 12 ans. Décision adoptée aujourd'hui par le Conseil de Paris. Elle entrera en vigueur dès la rentrée de septembre. Les familles pourront se faire rembourser l'abonnement de leurs enfants grâce à un formulaire en ligne. Une mesure identique a été votée pour les handicapés de moins de 20 ans. Enfin, la Coupe du Monde de football, le Japon a battu l'Écosse 2-1 cet après-midi à Rennes. À suivre maintenant les rencontres Jamaïque-Italie et Angleterre contre Argentine. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.